Voilà, alors j'enlève ça de côté, donc vous nous connaissez un peu. Maintenant, je vais parler de la chaire SAQ en valorisation du verre dans les matériaux. Donc, au début, c'était une chaire qui était financée à 100% par la SAQ. Puis, au fur et à mesure, disons au deuxième terme, parce qu'un terme d'une chaire, c'est 5 ans minimum. Donc, on a eu un 5 ans. Puis, après les 5 ans, on a eu des partenaires, notamment donc, Tricentris, la ville de Montréal, Béton Provincial, Permacan. Ça, c'est ceux qui ont venu s'associer à nous après les premières 5 années. Alors, dans les premières 5 années, on avait développé la technologie et c'est après ces 5 années qu'on a fait le transfert technologie à Tricentris, justement pour la construction de l'usine de sphéréodisation qui existe maintenant à la Chute. Alors, les objectifs de cette chaire, alors on a bien entendu les objectifs généraux et les objectifs spécifiques. Donc, le premier objectif, c'est que quand les gens de la SAQ sont venus me voir, quand ils savaient qu'est-ce qu'on faisait à Sherbrooke, puis ils m'ont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la poudre de verre? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire? Alors, je leur ai dit que, bon, moi, ce que j'ai entendu avant, c'est que les gens prenaient le verre et puis le mettaient en sous-base dans les routes, là, comme granulat. J'ai dit, si c'est à ça que vous pensez, ça ne m'intéresse pas parce que je ne vois pas de valeur ajoutée là-dedans. C'est comme remplacer de la pierre et ça ne coûte pas cher. Par contre, le verre, c'est de la silice. La silice, c'est quelque chose qu'on connaît dans le ciment, puisque les gels qui font le béton, qui font durcir le béton, c'est des silicates. Et le verre n'est pas loin du tout des silicates, au contraire. Donc, on a décidé de travailler là-dessus pour valoriser le verre. Alors, quand je dis valoriser, la manière avec laquelle on valorise, parce que j'entends les gens écrire dans la radio ou dans les journaux, là, dire que bon, ben, ces gens-là, ils pitchent ça dans le béton. On ne pitche pas ça dans le béton. On prend une partie du ciment, on l'enlève et on la remplace par de la poudre de verre. Et on peut aller comme ça jusqu'à 30% de remplacement du ciment par de la poudre de verre. Donc, c'est complètement autre chose. Donc, donner une valeur ajoutée au verre, effectuer une veille technologique, participer à la normalisation, former du personnel hautement qualifié, diffuser les résultats des travaux et des transferts de technologie. Mais plus spécifiquement, c'est de développer l'utilisation de la poudre de verre dans les bétons comme ajout cimentaire alternatif. Alors, comme ajout cimentaire, c'est comme ajout au ciment. Donc, remplacer une partie du ciment et mettre ces ajouts-là. Développer l'utilisation du verre comme granulat. Je ne sais pas si tu as une salle à côté où ils peuvent voir les granulats sur la dalle. Développer une méthodologie de travail pour l'optimisation. Conduire des essais sur des structures réelles. Alors, après de 2009 à 2014, donc après le premier terme, nous nous sommes attachés au transfert de technologie. Donc, on a beaucoup travaillé avec Tricentris. Puis on a aussi informé l'industrie, etc., qu'est-ce qui se passe dans ce type de poudre. On a travaillé sur l'étude du comportement structural du béton, les bétons architecturaux, les bétons spéciaux, la sphéroidisation, l'hydratation, etc. Et dans ce deuxième terme, donc d'autres, comme j'ai dit, d'autres partenaires se sont joints. Alors, le troisième, c'est celui qui démarre depuis l'année dernière, donc depuis avril dernier. Nous avons une troisième phase, la phase 3, qui est beaucoup concentrée sur vous, beaucoup concentrée sur le transfert de technologie et aussi sur les essais in situ, l'optimisation de ces bétons-là sur le terrain. Donc, vous voyez ces transferts des résultats, mise à l'échelle. Donc, mise à l'échelle, on passait par notre usine, mais aussi on travaillait avec les bétonniers pour qu'ils les utilisent dans leur structure. Évaluation des performances par rapport à d'autres ajouts cimentaires. Normalisation toujours, ça continue, je vais vous en parler tout à l'heure. Analyse du cycle de vie. Nous avons un professeur à l'Université de Sherbrooke qui maintenant travaille sur le cycle de vie avec un étudiant postdoctoral. La durabilité. Alors, je vais vous montrer que la durabilité d'un béton avec la poudre de verre est très, très intéressante.
Suivi du comportement structural. Alors vous allez voir, on a des bétons un peu partout, notamment dans des usines de tricentris et ailleurs aussi. Et on carotte périodiquement pour voir les performances. Et organisation de séminaires et colloques, etc. Donc voilà, c'est à peu près les missions de la chaire. Alors, la poudre, maintenant, je vous ai assez cassé les oreilles avec la poudre de verre. Par contre, je ne vous ai pas dit pourquoi elle est bonne, comment ça se fait qu'elle est si bonne que ça. C'est que, oui, c'est ça, c'est que je vais vous parler, avant de vous parler de la poudre de verre, je vais vous parler de quelque chose qui, vous avez l'impression, est loin de la poudre de verre, mais vous allez voir, c'est très relié. Je vais vous parler du réchauffement de la planète. Vous regardez ce graphique ici, puis vous voyez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on voit qu'après l'ère de l'industrialisation intensive, nous avons un réchauffement de la planète qui est très, très sensible. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment des experts dans le domaine. Et puis, c'est des experts très sérieux, ce n'est pas Greenpeace, etc. Ce n'est plus une vue de l'esprit, c'est une réalité de tous les jours. C'est avant ou après cet hiver? Pardon? C'est avant ou après cet hiver? Alors, à cet hiver, aujourd'hui, ma fille me dit, « Papa, pourquoi il fait si froid? » J'ai dit, « C'est le réchauffement de la planète. » Mais c'est vrai, hein? Vous savez, c'est les variations. Quand on dit réchauffement, ça ne veut pas dire qu'il va faire chaud tout le temps, là, mais c'est le dérèglement de la planète. Alors, en même temps, pourquoi je vous emmène par là? Mais si on regarde la production de ciment dans le monde, on voit que les quantités sont très importantes. Donc, on est passé de 1956 à moins de 500 millions et on est rendu maintenant à 4 milliards de tonnes. Ce graphique n'est plus à jour là. On est déjà à plus de 4 milliards de tonnes de ciment dans le béton. Alors, pourquoi justement on parle de tout ça? C'est quoi le problème avec le ciment? C'est que nous avons, quand on produit du ciment, on utilise du calcaire et le calcaire, qu'on veuille ou non, mais quand on le chauffe, une moitié c'est du CaO, on en a besoin pour faire du ciment, mais une moitié c'est du CO2 qui part en l'air. Donc, il y a le combustible bien sûr, mais il y a aussi juste la molécule de calcaire elle-même, là, quand on la chauffe, de CaCO3, ça va donner donc une mole de CaO et une mole de CO2. Donc, une tonne de ciment Portland donne à peu près entre 7 à 900 kilos, ça dépend. Il y a des procédés qui sont plus efficaces, on descend à peu près à 600-700 kilos, mais c'est que ça donne beaucoup, beaucoup de CO2 encore. Alors, ce n'est pas la faute au cimentier. Le cimentier, il essaye le plus possible d'avoir des fours très performants. Ils ont développé des technologies fantastiques ces dernières années, etc. Mais ça reste, quel que soit ce qu'on fait, c'est qu'on utilise du calcaire. Et tant qu'on utilise du calcaire, il faut qu'on produise du CO2 à côté. Donc, si vous voulez, on est pris avec ce tonnage-là. Alors, quelle est la solution? Donc, je vous ai dit, il y a des solutions directement cimenterées, et puis ils travaillent très fort là-dessus. Mais il y a une autre idée très simple, c'est de dire, est-ce qu'on peut enlever une partie du ciment et la remplacer par autre chose qui, lui, n'a pas une facture CO2 très élevée. Donc, c'est ça le principe de l'ajout cimentaire. C'est de prendre quelque chose d'autre et de l'utiliser à la place. Alors, ça, c'est bien connu. On utilise des cendres volantes, des laitiers de haut fourneau, donc les cendres volantes qui viennent des centrales électriques au charbon, mais les laitiers de haut fourneau qui proviennent de la fabrication de la fonte. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que nous n'avons pas ces produits-là au Québec. Donc, lorsque vous allez les transporter de très loin, ces matériaux-là vont augmenter la facture CO2 parce que vous allez les transporter. Donc, le transport lui-même, on sait qu'il est polluant. Donc, rendu à Montréal, nous avons quand même une facture CO2 assez salée. Donc, l'idée que je prône, et ça c'est partout dans le monde, là je travaille avec plusieurs intervenants dans le monde, c'est de développer des matériaux locaux. C'est-à-dire d'essayer de regarder autour de nous
qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place. Donc, si vous... donc c'est là qu'est venue l'idée d'utiliser de la poudre de verre. Je reviendrai là-dessus dans un moment. Mais une autre chose qui est intéressante aussi par rapport à la poudre de verre, toujours dans ces histoires de changement climatique, etc., c'est que pour ceux qui vivent à Montréal, vous avez sûrement remarqué les problèmes des îlots de chaleur. En été, là, quand il fait 30 degrés à Montréal, si vous regardez le centre-ville et puis un parc à côté, parc Maisonneuve, il y a une étude qui a été faite et qui montre qu'entre le parc et le centre-ville, il y a 7 degrés de différence. 7. Donc 7 degrés de différence, là, quand il fait 30 degrés, c'est comme des fours. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils allument le climatiseur, il y a l'énergie, etc. Donc, le problème des îlots de chaleur est un problème très important. Alors, pourquoi les îlots de chaleur? Parce que tout ce qui est sombre, tous les matériaux qui sont sombres vont absorber plus de chaleur. Et tous les matériaux qui sont plus blancs vont réfléchir la lumière et donc réfléchir la chaleur. Donc, vous prenez par exemple la neige. La neige réfléchit de 80 à 95% en efficacité. On a un indice qu'on appelle l'albédo. Mais vous voyez, quand vous allez, par exemple, sur l'asphalte, on est à 5 ou à 10% uniquement de réflexion. Donc, tout le reste est dans la chaleur. Alors, et dans le bitume. Je ne sais pas si vous avez déjà marché pieds nus sur le bitume en plein été, mais vous avez intérêt à mettre vos souliers très vite. Et puis, le béton lui-même, le béton habituel, est à 17 à 20%, 27%. Alors, par contre, si on ajoute de la poudre de verre, alors, la poudre de verre n'est pas colorée. Vous avez la poudre de verre, des granulés de verre, quand ils sont fins, ça donne ça. Mais quand on broie très fin, ça donne quelque chose de très blanc parce que c'est la couleur de la silice. La couleur de la silice, elle est blanche, mais quand on ne broie pas, donc il y a les effets de réflexion de la lumière sur certains éléments mineurs qui donnent la couleur. Mais quand on broie très fin, c'est la réflexion sur la silice. Et la silice, elle est blanche. Donc, la poudre de verre est très blanche. Ce qui fait que quand on fait des bétons avec une certaine quantité de poudre de verre, on peut avoir cet effet crémeux, cet effet plus pâle du béton. Alors, les ajouts cimentaires, donc j'en ai parlé. Les laitiers de haut fourneau et les cendres volantes, je vous ai dit, c'est surtout ces deux-là qui peuvent remplacer le ciment. Ces deux-là, je vous ai dit qu'on n'en a pas au Québec. Les cendres volantes, elles viennent de l'Est du Canada. Et les laitiers de haut fourneau viennent de l'Ontario. Donc, rendu au Québec, il y a non seulement la facture de coût, mais il y a la facture CO2 aussi qui rentre là-dedans. Il y a la fumée de silice, mais la fumée de silice, c'est un joueur à part. Là, c'est plus en addition qu'en remplacement qu'on ajoute la fumée de silice. Donc, c'est un élément à part. La poudre de verre, alors pourquoi est-ce qu'elle réagit? Je ne veux pas vous donner ici un cours d'hydratation 101, mais c'est juste de vous dire que le verre est fabriqué à partir de la silice, du sable, comme du sable. Donc si je prends de la silice et que je la broie, que j'ajoute de l'eau ou du ciment, je peux attendre des années, ça ne va pas réagir, parce que c'est cristallin. C'est un cristal. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait avec la silice pour fabriquer du verre? C'est qu'on l'a chauffé à très haute température, à 2000 degrés, jusqu'à ce que ça se liquéfie. Ça devient comme une lave, c'est liquide. Et à ce moment-là, on va faire la forme de la bouteille ou du verre ou whatever. Mais dès qu'on fait la forme, on va faire une trempe. On va refroidir brusquement ce matériau-là pour le figer tel quel. Donc l'empêcher de revenir à un état stable qu'il y avait avant. L'état stable pour un matériau, c'est le cristal. Donc, comme on a fait violence à ce matériau-là, on l'a empêché de revenir à un état stable, il va toujours être instable, donc il va avoir envie de réagir. Et donc, dès qu'on lui donne les conditions de réaction, il va réagir. Alors, quand on le met dans le ciment et qu'on ajoute de l'eau, on lui a donné deux éléments. On lui a donné de la chaux, qui provient du ciment, et on lui a donné de l'eau. Et c'est suffisant pour lui pour réagir. Et quand il réagit, la beauté de la chose, c'est qu'il fait ce qu'on appelle des CSH. Et ces CSH-là, c'est des gels qui sont très similaires à ceux qui sont fabriqués par le ciment Portland. Donc, et vous allez voir que dans certains cas, c'est encore mieux.
que les gels du ciment. Alors, nous avons donc dans la chaire travaillé sur 2 plans, fabriquer de la poudre. On avait commencé par broyer dans nos petits broyeurs à boulets laboratoire. Maintenant, Frédéric, il rigole quand il voit qu'est-ce qu'on fait nous et qu'est-ce qu'il fait lui. Mais nous, on a commencé très petit, puis on a augmenté après. Et aussi, on a travaillé sur les granulats dans le verre, les granulats dans le béton, donc pour donner la couleur. Mais cela, c'est surtout pour le moment des bétons qu'il faut garder à l'intérieur parce qu'ils craignent l'humidité. Donc, c'est surtout à l'intérieur. Alors, ici, je vous montre une courbe de résistance en compression des bétons. Alors, ici, vous avez la résistance en compression. Vous connaissez le test sur les cylindres. Et puis ici, nous avons, en l'axe des X, nous avons le nombre de jours. Alors, on l'a laissé pendant vous voyez, on a été jusqu'à 800 jours dans ce graphique-là. Mais quand vous regardez la courbe d'un ciment avec juste du ciment Portland, ici, c'est du ciment GU, là, classique. Et la courbe noire ici, le témoin, c'est 100% de ciment. Donc, les ciments Portland sont très connus pour développer à peu près la majorité de leur résistance à 28 jours. C'est pour ça que dans toutes vos fiches techniques, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la résistance à 28 jours. Tandis que les ciments avec ajout cimentaire, eux, se développent doucement, mais ils augmentent dans le temps. Alors, si vous regardez cette courbe, vous voyez que le ciment Portland a atteint son plateau, alors que les autres ajouts, ici, on a 20 et 30% à 2 finesses différentes. On voit que les résistances, elles augmentent de façon significative si on leur laisse le temps de mûrir. Donc, ça donne, si vous voulez, des performances qui sont très, très intéressantes. Le graphique qui me plaît le plus, c'est la perméabilité ou l'imperméabilité aux ions chlore. Alors, je m'arrête un moment ici, c'est que quand on parle de béton, de performance, d'habitude, on parle de résistance en compression. Alors, les gens veulent savoir quelles sont les résistances mécaniques. Et depuis des années, on travaille comme ça. Puis on avait tendance à mettre de côté un peu tout ce qui concerne la durabilité. Et la durabilité des bétons vient surtout de leur imperméabilisation, de leur capacité ou caractère à ne pas laisser pénétrer des fluides extérieurs. Donc, si un matériau empêche des agents extérieurs de pénétrer, que ce soit des fluides ou des gaz, à ce moment-là, sa durabilité va être d'autant plus longue. Alors, nous, ce qu'on mesure pour mesurer indirectement cette perméabilité, cette durabilité, on mesure la perméabilité aux ions chlore. Alors, perméabilité aux ions chlore, c'est tout simplement un test indirect, c'est-à-dire que les ions chlorures sont connus pour être des ions qui diffusent très bien parce qu'ils sont très petits. Donc, on met le béton dans une solution de chlorure, puis on met un courant électrique. Donc, le courant va les pousser à traverser le béton. Donc, et puis, on va mesurer une charge électrique. Alors ici, vous avez une charge électrique en coulant. Et bien entendu, plus la charge est élevée, plus ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ions qui ont traversé le béton. Donc, c'est une mesure indirecte de mesurer la perméabilité. Et là, on voit ici que quand vous regardez les échelles qui ont été développées, on a mis des barrières, des limites pour déterminer quels sont les bétons qui sont plus perméables que d'autres. Alors, si vous regardez ici, vous avez au-dessus de cette valeur de 4000, nous avons élevé, puis après au-dessous c'est modéré, faible et très faible. Et si vous regardez sur la gauche ici, nous avons donc un béton avec sans ajout de poudre de verre, donc un béton témoin. Puis vous voyez que la perméabilité dans ce cas-ci est très élevée. Ça, c'est à 56 jours de cure. Et vous voyez que dès qu'on passe à 20% de poudre de verre, on voit une chute dans la perméabilité qui est significative. Vous voyez qu'on est tout de suite descendu dans la partie faible. Et si on laisse mûrir encore un petit peu à 91 jours, on passe dans la partie très faible. Donc on a quand même, si vous voulez, une perméabilité qui devient très faible, donc
où on a donc beaucoup de difficultés à faire pénétrer des liquides ou des gaz à l'intérieur. Vous prenez par exemple, ce que ça veut dire, c'est que si j'ai une barre d'armature à l'intérieur et que j'ai des ions chlorure avec les sels de déglaçage par exemple, qui veulent pénétrer, ben, ils mettront beaucoup plus de temps pour arriver à la barre d'armature et créer la corrosion. Alors, donc ça vous montre rapidement quelques essais qu'on a fait au laboratoire, mais on a des centaines si ça vous intéresse. Ici, je vais vous montrer ce qu'on a fait au niveau, quand on parle de transfert de technologie. Et on a fait des essais, puis in situ, puis on a suivi ces ouvrages-là. Alors, pour que ce soit vraiment à l'échelle réelle du béton, nous n'avons pas fait de projet nous-mêmes. Nous nous sommes collés à des projets réels, à des projets d'institutions réelles. Alors, on a travaillé d'abord avec Tricentris quand ils ont construit leurs différents centres de tri. Nous avons travaillé avec la Maison du développement durable à Montréal. Nous avons travaillé avec Permacan dans leurs usines, la Ville de Montréal, donc les projets que je vais vous présenter tout à l'heure, plusieurs projets avec la Ville de Montréal, la Ville de Québec et même l'Université de Sherbrooke. Comme j'ai un peu de pouvoir là-bas, ils m'ont laissé faire les trottoirs là-bas et même des passerelles. On a fait des passerelles. Vous allez voir, c'est un nouveau béton à ultra haute performance qui est très intéressant aussi. Alors, quand ces gens-là ont décidé de faire ces ouvrages avec la poudre de verre, ils sont partis donc à monter leurs documents pour des appels d'offres, etc. Et nous avons ici les groupes de béton qui ont participé à ces projets-là. Donc, nous avons Béton Provincial, Unibéton, Lafarge, Demix. Ça, c'est un peu les compagnies qui ont participé à ces projets. Nous avons Carrière Saint-Dominique, Béton Génial, et même des laboratoires qui ont testé le béton. Donc, ici, vous avez une liste sommaire des projets. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. On a commencé par 2, bien entendu, comme je dis toujours aux gens qui développent des choses avec moi, je leur dis, avant de penser à vendre vos produits, utilisez-les chez vous d'abord. Vous ne pouvez pas dire aux autres, utilisez-les, mais vous ne les faites pas. Donc, la SAQ et Tricentris en ont utilisé pratiquement partout. Alors, l'usine de Tricentris à Terrebonne, la succursale de la SAQ à Rivière-des-Prairies, ça fait 7 ans maintenant qu'elle existe. La Maison de développement durable. Les succursales de la SAQ, nous sommes rendus à 18 succursales maintenant. Donc, il y a 18 succursales qui ont été faites avec de la poudre de verre et ils continuent encore à faire avec les prochaines succursales. L'usine de Tricentris à Gatineau, le quartier du musée de Montréal, vous allez voir, c'est un projet très stratégique pour la ville de Montréal. Succursale de la SAQ, la direction de la SAQ, l'usine de Tricentris, etc., les trottoirs à l'Université de Sherbrooke. Et puis ici, il y a de nouveaux projets aussi que nous avons fait aussi avec la ville de Montréal et puis avec la ville de Québec, que je vais vous présenter tout à l'heure. Avec Hydro-Québec, nous avons aussi fait ce qu'on appelle des puits d'accès. Et à l'Université de Sherbrooke, donc on a fait 2 passerelles. Alors, je vais juste vous illustrer un peu ces projets-là. Ça, c'est le trottoir sur la rue Tellier devant la direction de la SAQ, à 20% de poudre de verre. Ici, c'est à l'intérieur des succursales de la SAQ. Ça donne cette couleur-là sur les dalles, quand vous marchez, les dalles de plancher là, des succursales. Ils utilisent des granulats de verre. Donc, comme je vous dis, il faut que ce soit donc, à l'intérieur et loin des contacts avec l'humidité. Les pavés et les blocs ont été faits aussi pour tester leur comportement. La Maison du développement durable. Alors, la Maison du développement durable, c'est très intéressant. C'est que, je ne sais pas si vous la connaissez, la Maison du développement durable, elle est sur la rue Sainte-Catherine, juste à côté du quartier des Arts. Là. Si vous dépassez un peu le complexe des Jardins, il y a un théâtre juste à côté, Théâtre du Nouveau Monde, juste après. Il y a la Maison de développement durable. C'est sur le même terrain que Hydro-Québec. Si j'ai bien compris, c'est Hydro-Québec qui a donné ce terrain-là à Équiterre qui a fait ce bâtiment. Donc,
Quand vous rentrez dans la maison de développement durable, vous allez tout au fond, vous allez voir, il y a une très belle dalle qui a été faite avec de la poudre de verre et qui est celle qui est entourée. Là, vous avez des bordures d'acier. C'est très facile à remarquer, qui est très, très belle. Si vous allez dehors, vous avez le trottoir ici. Alors, à partir de là, il y a mon laser jusqu'au fond, c'est de la poudre de verre. En été, vous allez voir, il y a une terrasse ici, parce qu'ici, il y a un restaurant qui sort des tables à l'extérieur. Ici, c'est avec des centres volantes, mais jusqu'à date, le trottoir est de toute beauté. Donc, ça fait comme 3 ans, je pense, qu'on l'a fait. Ici, c'est le centre de tri de Gatineau. Alors, il y a même un mur donc, qui est structural, et puis on va de 0 à 30% de poudre de verre dans ce centre-là. Puis j'ai rencontré hier le directeur du centre, et il me dit que le mur est toujours de toute beauté, sans aucun problème. Vous avez ici l'usine de micronisation de Tricentris. Donc ça, c'est le fruit du transfert de technologie ou de licence pour Tricentris. Et là-dedans, nous avons utilisé 20% de poudre de verre, notamment pour un béton compacté au rouleau. Donc vous savez qu'il y a des types de béton qu'on peut vraiment compacter comme pour le bitume, avec pratiquement les mêmes paveuses, des paveuses un peu modifiées. Puis on passe un rouleau dessus et ça se fait très bien. Alors il y a beaucoup qui le font, par exemple, pour les terrains, les grands parkings des semi-remorques, là, des grands camions, par exemple, comme pour les papeteries, etc. C'est très intéressant. Et enfin, les trottoirs. Alors, on a fait plusieurs trottoirs avec la ville de Montréal et avec la ville de Québec. Donc, ces trottoirs-là, on a été de 10 à 25% de poudre de verre. Puis, on a pris des échantillons qu'on a emmenés au laboratoire. On les a testés au laboratoire, mais en même temps, on fait le suivi sur le terrain pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, pour ne pas avoir à carotter devant les maisons des gens pour suivre le béton, on a peur que les gens nous engueulent, surtout quand c'est des quartiers un peu chics, donc ils n'aiment pas qu'on fasse des trous dans leur trottoir. Donc, on a réglé le problème, on a pris des boîtes assez grandes, et on a coulé le béton directement dans les boîtes. Et on a demandé aux ouvriers, aux finisseurs là, des trottoirs, de finir eux-mêmes ces bétons-là. Parce que la finition dans un trottoir est très importante, surtout par rapport à l'écaillage. Donc, elles ont été finies sur place, on les a laissées mûrir, puis on les a transportées à l'Université de Sherbrooke, où actuellement, nos étudiants, chaque fois que la ville de Sherbrooke met du sel, eux aussi, ils vont mettre du sel sur ces plaques-là. Puis là, on peut carotter comme on veut, pas analyser comme on veut. Le Musée des Beaux-Arts à Montréal, alors si vous allez devant le Musée des Beaux-Arts, je ne sais pas si vous le savez, là, le Musée des Beaux-Arts a décidé de sortir l'art dans la rue. Donc, ils ont élargi les trottoirs. C'est juste sur la rue Sherbrooke, après McGill, l'Université McGill. Et ça ne se voit pas bien ici, mais ils ont mis des blocs en granit. Et sur ces blocs-là, ils posent des statuettes, des différentes statuettes qu'ils ont sorties dehors pour montrer un peu aux gens qu'il y a de l'art juste en face. Donc, l'exigence des architectes était de voir à ce que la couleur du trottoir ici matche bien avec la couleur du musée, donc la façade du musée. Et en même temps, s'il y a un peu plus de réflexion de la chaleur, c'est bienvenu. Donc, par rapport à l'albédo dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, ça a donné un trottoir comme ça que je trouve très, très beau. Et d'ailleurs, les architectes sont très contents. Mais avant d'arriver à ça, nous avons fait plusieurs recettes. Puis, ils sont venus à l'université, puis ils ont choisi la recette la plus intéressante pour eux. Et là, donc, ça fait un trottoir de toute beauté, d'après moi. Ça, c'est des trottoirs que nous avons faits à différentes places de la ville de Montréal, que je vais vous montrer après. Ça, c'est un trottoir qui est à Québec. Alors, il est sur les plains d'Abraham. C'est le chemin qui est juste derrière le château Frontenac. Là. Si vous allez dans le sens de mon bras, vous arrivez à l'arrière du château Frontenac. Alors, les résistances, j'en ai parlé, mais on voit que les performances sont excellentes dans ce cas-ci aussi. À long terme, on voit que ça augmente et ça augmente.
Un dernier type de béton, juste pour vous illustrer ce qu'on peut faire avec ces bétons-là, c'est qu'on a développé ce qu'on appelle un béton à ultra haute performance. Donc, ces bétons ultra haute performance existent déjà, mais nous, on a voulu remplacer plusieurs familles de granulométrie dans ce béton-là avec de la poudre de verre ou avec aussi des granulats de verre. Et ces bétons-là, c'est des bétons qui ont des résistances incroyables. Quand vous prenez un trottoir, vous parlez, vous, de 32 mégapascales à peu près, mais un béton comme ça peut atteindre 250, même 350 mégapascales dans certains cas, et même plus si nécessaire avec des modifications d'utilisation. Mais ce qu'on a fait, donc, il y avait à l'université, ils voulaient faire des passerelles au-dessus d'une rivière qui est à l'intérieur de l'université, parce que l'université de Sherbrooke a un record quand même d'être reconnue comme étant une université verte. Si vous allez sur le site de l'université, vous allez voir qu'il y a une pub. On est parmi les meilleurs, je pense, au Canada ou en Amérique du Nord. Donc, ils veulent garder un peu ce côté vert. Donc, l'intérêt de mettre du vert aussi dedans a été très, très bien vu. Donc, comme on est bien équipé avec notre usine à béton, on a fabriqué le béton directement à l'université, mais avec l'aide de la compagnie extérieure qui est Béton Génial, qui, eux, sont venus avec leur équipe, ont préparé le moule, c'est eux-mêmes qui ont fait le moule, parce que ce béton-là, c'est une pièce moulée. C'est carrément une pièce moulée au complet. Toute la passerelle, c'est une pièce d'un seul bloc qui est moulée dessus. Alors, ça donne ça. Donc, ça donne une pièce complète. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il fallait que ce soit antidérapant. Donc, il fallait qu'on fasse une surface antidérapante. Alors, et le moule qui a été fait permet justement que le béton, qui est très, très fin, puisse pénétrer à l'intérieur du moule et donner la forme rugueuse. Donc, on peut carrément dessiner des fresques là-dessus. Là, on peut dessiner ce qu'on veut, pour autant que ce soit dans le moule. Là, si on met quelque chose dans le moule, ce béton, il rentre tellement partout qu'il peut donner la forme qu'on veut. Donc ici, c'est quand même très antidérapant. C'est surtout que c'est pour des gens qui doivent passer, mais ils doivent résister aussi, cette structure doit résister aussi à la déneigeuse quand elle passe dessus. Donc il faut quand même que ça résiste à une déneigeuse. Alors ça, c'est la place à l'origine de l'ancienne passerelle. Nous avons fait deux comme ça, une ici et un peu plus bas. Et puis, une fois installée, juste le jour où on l'a installée, il neigeait, donc on n'a pas encore, depuis elle est sous la neige. Alors, elle est installée là. Donc, vous voyez, c'est ça la passerelle. Et puis, c'est de toute beauté. Si vous venez à Sherbrooke, ça me ferait plaisir de vous la montrer. Voilà. Donc, en gros, les bénéfices et performances de la poudre de verre comme ajout cimentaire, on a une excellente imperméabilité et ouvrabilité. Une proximité de la source d'approvisionnement, donc c'est un matériau local. Durabilité accrue à long terme, accroissement des résistances en compression à moyen terme, matière de couleur blanche à l'état naturel, produit de post-consommation. Alors ça c'est important, c'est que pour tous ceux qui veulent avoir des points LEED, quand vous ajoutez des ajouts cimentaires, vous avez dans les points de LEED qui concernent les matériaux, il y a des matériaux d'autres produits que vous pouvez utiliser si ces déchets-là proviennent de l'industrie. C'est ce qu'on appelle des déchets post-industriels. Vous avez un certain nombre de points, mais s'ils proviennent de la consommation, comme le verre, c'est post-consommation, vous avez le double de points. Donc, vous augmentez vos points du double si c'est un produit de consommation, comme c'est le cas du verre. On a une amélioration du bilan carbone, bien entendu, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et aussi, c'est un béton qui rentre dans le guide de la CSA sur les ajouts cimentaires alternatifs. Voilà. Donc, en conclusion, la valorisation des sous-produits industriels localement disponibles comme le verre dans le béton est un moyen de réduire leur impact environnemental. L'utilisation des matériaux locaux est une solution incontournable pour diminuer les gaz à effet de serre. La poudre de verre est un excellent matériau.
L'implication de tous est fortement souhaitée. Merci beaucoup. Et puis là, vous avez toute l'équipe pas toute, mais une grande partie de l'équipe de Sherbrooke qui travaille sur plusieurs projets de béton à longueur d'année. Merci beaucoup.